Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Noticia. On se retrouve dans un nouvel épisode en compagnie de Cheyenne et de Samir. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, enchanté. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je me présente, Maïeddine Samir. J'ai 30 ans. Je viens d'Alsace, dans la ville de Saint-Louis, dans la région de Mulhouse. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter la conciergerie Airbnb qui gère plus d'une centaine de logements dans la région alsacienne. Quel est votre parcours? Moi, j'ai un parcours scolaire classique de base, euh, un peu comme tout le monde, maternelle, école, collège. Par rapport à après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis lancé dans le bac général, notamment dans l'énergétique, et après, j'ai changé en cours d'année pour basculer dans le professionnel, donc c'est-à-dire dans le commerce. Après cela, après l'obtention de mon diplôme, j'ai basculé sur un BTS. Et une fois le BTS acquis, j'étais en entreprise et j'ai fait ce qui s'appelle une VAE, donc une validation d'acquis d'expérience. Après, je ne vais pas aller plus loin. En quoi consiste votre poste actuel? Moi, je suis le gérant de la société Sun Consulting, qui gère Sunbucom. Donc, Sunbucom, c'est une conciergerie partenaire Airbnb. Moi, mon poste, je suis le créateur et fondateur et développeur de cette enseigne. Comment est-ce que Airbnb fonctionne? Donc, Airbnb fonctionne depuis des années. À la, L'idée, elle est partie de quoi? L'idée, elle est partie de deux jeunes qui ont lancé Airbnb en proposant de loger des gens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont essayé, ils ont vu que ça, entre parenthèses, fonctionnait. Quand ils sont allés voir des investisseurs, ils ont dit bonjour, on a une super idée, des gens vont venir chez vous. Comment ça? Oui, oui, des gens vont venir chez vous, ils vont payer une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, cinq nuits. À la base, c'était entre parenthèses voué à l'échec. Parce qu'il y avait un problème il y avait un problème au niveau des étudiants et au niveau des logements étudiants aux États-Unis à ce moment-là. Et au final, en fait, du coup, il y a eu un, deux, trois. Et en fait, ça a fait comme un effet boule de neige. Donc, du coup, les gens, en fait, étaient beaucoup plus à l'aise pour louer leur propre logement. Et c'est comme ça que Airbnb est venu. Donc, du coup, ils ont commencé aux États-Unis, ils ont développé en Europe et aujourd'hui, ils sont présents dans le monde entier. Vous gérez combien de logements à peu près? Nous, on a exactement 116 logements en tout. Du studio et on va jusqu'à la maison avec piscine. On n'a Ok. juste pas de château. Et vous devez avoir une organisation assez particulière? Effectivement, il faut une bonne organisation, il faut que ça soit méthodique, précis, il faut que ça soit uniforme. Parce que le problème dans ce métier, c'est que déjà de un, on touche, euh, on touche particulièrement des touristes, du public. On va toucher des petits, des plus jeunes, des plus âgés, de tout pays confondu. Voilà, en Arabie Saoudite, c'est pas le même accueil que au Kazakhstan ou en Turquie ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y a toujours ce système d'adaptation. Donc nous, en termes de gestion, ce qu'on fait, on a chacun des postes, enfin toutes mes équipes ont des postes prédéfinis. Il y a, il y a quelques multicasquettes, mais derrière, voilà, il y a le spécialiste de la communication, il y a le spécialiste de l'opérationnel ménage, il y a le spécialiste des interventions. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à coopérer tous ensemble pour essayer de faire en sorte de satisfaire au maximum nos voyageurs. D'accord. Donc on comprend que c'est une grosse organisation, beaucoup d'investissements. Toujours, oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vie personnelle et professionnelle? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours réussi à faire marier les deux. C'est parfois très compliqué, mais voilà, il faut s'adapter, il faut savoir pourquoi on le fait. On sait que si on le fait pour nous. C'est clair que dans une entreprise lambda, c'est un peu plus compliqué d'arriver à marier les deux. Après voilà, donc ça fait partie de mon quotidien parce que quand je mange Sunbukom, quand je dors Sunbukom. Et voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer vraiment de garder des moments privés, garder des moments privés, essayer de faire des petits breaks. Ça, c'est toujours bien. Mais voilà, dans la vie d'un entrepreneur, c'est
Donc, comme dit, on mange avec, on dort avec et on se lève avec. D'accord. Quels sont vos projets à l'avenir à court et long terme? Projet d'avenir, donc du coup, pour l'instant, toujours toujours au niveau de l'enseigne. On a pour vocation de créer des formations, notamment pour les personnes qui veulent le faire à titre personnel, parce qu'aujourd'hui, avoir un logement saisonnier, c'est gérable entre parenthèses. Quand il y en a que un, c'est gérable, c'est gérable pour le commun des mortels, on va dire. Par contre, bien le gérer, c'est autre chose. Donc, vu que c'est quand même en pleine expansion et on arrive même à un stade où on commence à avoir des demandes de quotas auprès de l'État. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer euh, un accompagnement ou au sein de notre plateforme ou au sein du privé. Donc, c'est l'idée à court, moyen et à long terme, pourquoi pas, les accompagner et ainsi les intégrer plus facilement euh, pour qu'on puisse avoir notre marque de fabrique dans toute la France. D'accord. Ok. D'après ces expériences, pour vous, quelle a été votre plus belle réussite? La plus belle réussite, la plus belle réussite, c'est le. Alors, par rapport à la dernière société, donc Sunbucom, ma plus belle réussite, c'est le premier client. Parce que le premier client, c'est un peu comme c'est ça je peux pas le dire parce que j'en ai pas, mais je pense que c'est un peu l'équivalent du premier bébé dans une famille, parce que à la base on croit que c'est facile et puis en fait on est face à des questions, on est face à une inexpérience auprès des gens. Faut savoir que ces clients là ils donnent quand même des logements où ils ont fait des prêts sur 20 ans, 15 ans, 10 ans, donc c'est pas n'importe quoi qu'ils nous donnent. Et alors, moi, je me suis formé, j'ai fait des tests, je suis vraiment allé loin, je suis allé jusqu'à Nantes, je me suis donné à fond pour être vraiment prêt. Mais c'est vrai que quand on est arrivé devant le client et qu'on lui dit, voilà, on arrive, on n'a pas d'expérience terrain directement, mais par contre, croyez-moi qu'on sait. Là, ça a été très, très compliqué. On a essuyé un nombre de refus. Vous imaginez même pas. Ça veut dire que j'étais même parti à la base pour mettre un taux de commission mais vraiment dérisoire, etc. Mais sauf qu'en fait, quand j'avais commencé à mettre ça en place, j'ai vu qu'en fait la qualité, parce que faut savoir une chose, quand vous proposez une qualité de travail, il faut aussi avoir la qualité des clients. Et là, les clients qui commençaient à arriver, là, ça devenait, ouh, bon, je vais pas travailler pour grand chose, mais donc du coup, résultat des comptes, j'ai commencé comme ça. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a eu le premier vrai client. Et là, à ce moment-là, on était content de bosser. On était content de bosser sous nos tarifs et mettre en place tout ce qu'on a appris derrière pour ensuite faire un effet boule de neige. Donc ça a commencé un, 2, 3. Celui qui nous en a donné un, il nous a rajouté un deuxième. Ça fait 4 et ainsi de suite. Et là, après, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça monte, il faut juste tenir la cadence. Et à ce moment-là, c'est une satisfaction personnelle que je souhaite à tout le monde. J'imagine. Et à contrario, quel obstacle vous avez pu rencontrer? Alors, en général, l'obstacle qu'on a, c'est l'obstacle humain. Parce que bien sûr, on a une méthodologie, on a ci, on a ça, mais par contre, voilà, il faut de l'humain. Et cet obstacle, quand même, il est assez paradoxal parce que c'est quelque chose que le meilleur chef d'entreprise, le numéro un, ce que vous voulez, ça restera une bête noire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on vous fait confiance quand on travaille en étroite collaboration. Parce que moi, j'estime mes salariés et mes intervenants comme des partenaires. Là, il y a un cercle de confiance qui se met en place. Et à ce moment-là, en fait, quand un cercle de confiance est mis en place, s'il y a quelqu'un qui fait une bêtise dedans, ou quoi que ce soit, ou une maladresse, là derrière, après, toute la confiance peut être mise, c'est-à-dire avec les autres partenaires, etc. Et c'est vrai que le facteur humain, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, même malgré la confiance, parce que la confiance, c'est plus jamais le contrôle.
Et c'est vrai qu'en fait, quand je suis arrivé à là, donc les premiers qui arrivent, ça a été compliqué. Il fallait être derrière, il fallait les reprendre, il fallait gérer les émotions, il fallait aussi gérer les émotions des personnes. Hein. Il y a des gens, en fait, ils ont telle et telle attitude, ils aiment pas voir un lac à côté, ils aiment pas qu'il y ait un voisin qui est à côté, mais lui, il est là, on peut rien y faire. Voilà, donc c'est tout ça à gérer. Le facteur humain, ça a été, c'est un des obstacles les plus, alors qu'on surpasse, hein, bien évidemment, hein, mais le plus compliqué dans le métier. Ouais. Outre l'aspect professionnel, qu'est-ce que vous faites durant votre temps libre? Quelles sont vos passions? Alors moi, en termes de passion, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien lire, j'ai une grande passion pour le football, D'accord. donc je regarde toutes compétitions confondues. Euh, et puis voilà, partager des moments en famille, euh, être le plus souvent avec des amis, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, et ça permet de garder une belle atmosphère sociale, coupée du professionnel. Quelles sont vos motivations ou vos sources d'inspiration? Alors, c'est plus une motivation personnelle, voire, vous savez, il y a beaucoup de gens dans n'importe quelle entreprise où ils parlent de plagiat ou de la copie ou quoi que ce soit. J'aime bien regarder ceux qui font mieux que moi et faire en sorte de faire mieux qu'eux. D'accord. Donc, mais ju- vraiment pour me dire que voilà, j'ai vu, je l'ai fait et je peux le refaire. Donc ça c'est ma source de motivation personnelle et voilà et puis comme inspiration personnelle j'en ai pas j'ai quelques noms j'ai quelques noms mais c'est pas je sais pas comment vous dire j'ai pas j'ai personne qui comment c'était quoi la question Quelles sont vos qui sources m'inspire d'inspiration, non motivation? j'ai pas de source d'inspiration D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? une anecdote euh... ok sûrement ouais. Alors là, qui me vient en tête tout de suite, euh, franchement, une qui me vient en tête là, non, peut-être après. Ouais, ça marche. Après, il reste deux questions, si jamais. Si vous aviez une leçon à retenir de tout ça, ce serait laquelle? Donc la leçon à retenir, c'est la persévérance. La persévérance, pour la simple et bonne raison que rien n'est facile. Euh, on a fait des faux, on a fait des erreurs, on a fait des erreurs. Ces erreurs-là, en fait, il y a deux solutions. Ou on se morfond dessus, on abandonne tout, où on comprend, on se remet en question et on repart de l'avant. Des erreurs en cours de parcours, on en fait tous. Tout ce qu'on dit même tout ce on dit même que l'erreur est humaine, c'est pas pour rien. Et en fait, l'idée c'est de surpasser cette erreur, apprendre de ses erreurs et éviter de les refaire. Ça c'est vraiment Ouais. ma source à moi. Au vu de votre parcours, vous nous avez détaillé précédemment, quel message est-ce que vous souhaiteriez passer aux jeunes? Donc mon message pour les jeunes aujourd'hui, c'est de croire en soi, de pas de pas croire de pas croire déjà ce qu'ont dit les autres, de pas croire tout ce qui a marqué sur les réseaux sociaux, de pas croire tout ce qu'on peut dire à la télé. Aujourd'hui, la première chose à dire aux jeunes, c'est de croire en soi. On est tous capables de faire et ils sont capables de faire. Ce qu'il faut, c'est prendre son courage à deux mains et faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous les jeunes, vous êtes la jeunesse de ce pays, vous êtes l'avenir, donc c'est à vous de décider. Il y a, on doit apprendre et on doit prendre aussi conseil à des personnes bien sûr plus âgées, plus expérimentées. Ces personnes-là ont pris conseil de personnes plus expérimentées, etc. Mais c'est vous qui êtes décideur de ce que vous allez faire demain, et c'est pas aux autres de dire ce que vous devez faire. C'est le seul conseil que je peux donner. D'accord. On termine sur de belles paroles.
C'est un peu, c'est vraiment, comme dit, vous savez, moi, il y a beaucoup, je suis quelqu'un qui discute assez facilement, et puis il y a beaucoup de gens que je ne connais pas ou que je n'ai pas connu, enfin que je n'ai pas plus. J'aime bien entendre un peu les histoires d'un peu tout le monde, et puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent du principe où il te dit tout de suite, ah mais tu sais, il faut pas faire ça, il faut faire ça, ça et ça. Alors, moi, je regarde, je prends note, parce que je me dis que si la personne me l'a demandé, si la personne m'en a parlé, c'est pas pour rien. Et après, derrière, en fait, j'étudie par rapport à ce qu'il m'a dit. Et là, en fait, je regarde, quand il y a quelque chose, quand il y a une discussion, quand il y a un conseil, je prends toujours le bon, j'enlève le mauvais. Et je reste que focalisé sur le bon. Et c'est comme ça que derrière, voilà, on, on évolue, etc. Il y a des gens qui ont des grands frères, des membres de la famille un peu plus ouverts ou plus méthodiques. Euh, mais il y en a, par exemple, quand ils sont un peu, entre parenthèses, un peu perdus, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils savent pas trop comment ils veulent faire. C'est bien de se renseigner envers des vraies personnes et des bonnes personnes. Il faut toujours déjà prendre des bonnes personnes, même si c'est très rare, mais faut vraiment les sélectionner. Et derrière, voilà, faut vraiment apprendre de ça et après se faire son nid tout seul. De toute façon, à la fin, ça sera votre signature. Ouais. Le contrat, ça sera pas la signature d'un tel. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Oui, j'ai une petite anecdote et celle-là a été très surprenante. En fait, j'ai eu une famille de Singapour qui est venue, qui a loué une maison sur Iberville avec piscine, qui a réservé du coup, je crois, au début juillet ou fin juin. Et ils avaient réservé pour 8 nuits et ils avaient payé l'équivalent de environ dans les 3 000 euros. Et du coup, on était en relation avec eux pour assurer leur arrivée, etc. Et puis ils avaient des demandes particulières au niveau des locations. Enfin bref, on a fait le job, mais entièrement. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, la première nuit s'est très bien passée. La deuxième nuit, on n'a pas eu de nouvelles. Donc du coup, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc en fait, ils en ont profité du coup pour visiter la région. Donc ils ont visité Colmar, ils ont visité Strasbourg, ils ont visité la route des Vins. Parce que je sais qu'au niveau ils nous ont un peu demandé quelles sont différentes activités. Puis on leur avait conseillé ça. Ils nous ont dit pas de souci, on le mettra dans notre liste. Et puis pas de nouvelles. Et puis 2 jours avant la fin du séjour, je me rappelle, c'était un dimanche, j'étais au foot. J'ai halluciné, j'ai mon SRV qui m'appelle, qui me dit, on a un problème là-bas. Alors c'est vrai, c'est un logement où il y a rarement de soucis là-bas, voire quasiment pas du tout. Et ils me disent, voilà, écoutez, faut que vous preniez le relais, là, on sait pas quoi dire. Et en fait, ils nous ont envoyé un message, ils nous ont dit, écoutez, on est satisfait de tout. Par contre, on aimerait bien un remboursement. Alors, je dis, satisfait de tout, mais vous voulez un remboursement. Je dis, écoutez, faut bien savoir, peut-être ils ont trouvé un rat mort, je sais pas, j'ai dit, ok, vous pouvez m'expliquer pourquoi et est-ce qu'on peut au moins vous aider? En fait, on a loué grande maison, on a loué cette grande maison pour la famille, et surtout pour la piscine. Mais vous savez, les 2, 3 premiers jours, on est venu visiter la région et après on a décidé de rester. Mais le problème, c'est que il pleut, on peut pas utiliser la piscine. Et là, à ce moment-là, je lui ai demandé, mais du coup, vous voulez que je vous rembourse parce qu'il pleut ou parce que vous pouvez pas utiliser la piscine? Il m'a dit, bah, parce qu'il pleut. Et là, je lui ai dit, ah, je vais demander à Dame Météo qu'est-ce qu'elle en pense. Et je reviens vers vous très rapidement. Et puis, c'est trop. Alors, je sais pas si c'est la traduction qui a fait ça. Ils m'ont dit, oh, super, merci. Mais à ce moment-là, j'ai dit, c'est quand même la première fois donc, que j'entends ça. Alors, forcément, on essaie d'éviter de trop les froisser directement. On a laissé couler. Puis, ils nous ont quand même relancé une semaine après. Oui, alors, vous avez pu regarder un peu pour le remboursement. Du coup, je lui ai répondu très gentiment que la prochaine fois qu'ils viendront, je ferai en sorte qu'il fera beau. Mais que là, je pouvais rien faire. Voilà, c'était ma petite anecdote qui était sympa. Mais c'était marrant. Quand j'ai lu ce message-là, je pensais que c'était une blague. Ouais, j'imagine, c'est un peu déroutant. Mais il était sérieux. Quand je lui ai dit, je vais voir Madame Météo, il m'a dit, pas de souci, merci. Avec un grand merci. Donc, si vous allez chez lui, vous commanderez le soleil. C'est cool. Sur demande. Donc merci Samir de nous avoir partagé votre expérience et puis votre parcours.
Avec C'était un plaisir. plaisir de vous recevoir. Et puis, je vous dis à la prochaine.